La maîtresse de mon mari a mis un aphrodisiaque dans mon verre, mais je le lui ai fait boire à la place. Quelques instants plus tard, mon mari s'est figé sur place, regardant la scène devant lui. La maîtresse de mon mari a mis un aphrodisiaque dans mon verre, mais je le lui ai fait boire à la place. Un moment plus tard, mon mari a vu la scène devant lui et s'est figé sur place. Sur la table, drapé d'une nappe de soie blanche immaculée, se trouvait un unique cocktail d'un bleu éclatant. Sous la lumière du grand lustre en cristal de la salle de bal, il scintillait comme une pierre précieuse, dégageant une beauté magique. Mais à mes yeux, ce n'était pas une simple boisson. C'était un calice empoisonné, un arrêt de mort pour ma réputation. Parfaitement déguisé sous sa plus belle forme, je savais que ce liquide bleu hypnotisant contenait plus que de l'alcool, du sirop et une tranche de citron vert frais, il contenait un puissant aphrodisiaque, assez fort pour faire perdre la raison même à la femme la plus vertueuse et la faire sombrer dans une folie gouvernée par un instinct brut et humiliant. Et la personne qui avait méticuleusement préparé ce cadeau spécial se tenait juste en face de moi, souriant aussi doucement qu'un ange. Dans l'opulente salle de bal de cet hôtel 5 étoiles, où des centaines de personnes trinquaient pour célébrer le succès de notre entreprise, j'étais la seule à ressentir un frisson jusqu'à la moelle. La lumière cristalline qui se déversait de l'énorme lustre donnait à tout un air luxueux et éblouissant, mais elle rendait aussi tout cela terriblement hypocrite, en particulier le sourire sur les lèvres de l'homme sur scène, James Sterling, mon mari. Il prononçait un discours pour remercier nos partenaires commerciaux et nos employés. Puis il tourna son regard vers une femme en robe vert émeraude, sa voix remplie d'une affection non dissimulée. Et un merci spécial à la directrice de notre équipe marketing, Amber Reed, qui, malgré son jeune âge, déborde de talent et de passion. Une vague d'applaudissements éclata dans l'assistance. Amber se leva et inclina gracieusement la tête, ses yeux aguicheurs jetant un rapide coup d'œil dans ma direction. C'était un regard plein de l'arrogance d'un vainqueur. Je me contentais de maintenir un sourire sociable parfait et de soulever légèrement mon verre de vin de la table en guise de reconnaissance. Mais sous la table, mon autre main était si crispée que mes jointures étaient devenues blanches. Je ne connaissais que trop bien cette comédie. Depuis le jour où cette renarde avait mis les pieds dans notre entreprise il y a 6 mois, chaque événement d'entreprise était devenu une scène personnelle pour elle et mon mari. Ils jouaient leur drame passionné de bureau, me transformant, moi, l'épouse légitime qui avait bâti cette entreprise à partir de rien avec James, en une ombre effacée. Je savais tout. Je savais où se tenaient réellement leurs réunions tardives et que les voyages d'affaires soudains de mon mari étaient en fait de somptueuses vacances avec sa maîtresse, mais j'ai choisi le silence. Je comprenais qu'avec une vipère comme Amber, une dispute bruyante et désordonnée ne ferait que me ridiculiser et éloignerait encore plus mon mari. Il me fallait un coup fatal, une seule frappe qui pourrait l'abattre complètement. Et mon intuition me disait que ce soir était cette chance. Après le discours, Amber fut la première à s'approcher de ma table, son parfum coûteux agressant mes narines. Il était doux, mais écœurant d'artificialité. « Madame Sterling, dit-elle, sa voix aussi douce que le miel. Vous êtes absolument magnifique ce soir. Je craignais que vous ne veniez pas à cause de tous ces malentendus stupides. » Je pris une gorgée de vin et la regardai droit dans les yeux. « Pourquoi ne serais-je pas venu, dis-je calmement. C'est la fête de l'entreprise, et je suis toujours l'actionnaire majoritaire. Beaucoup de gens ne se demanderaient-ils pas si je ne me présentais pas? » Le sourire sur les lèvres d'Amber vacilla une fraction de seconde, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. « Vous avez raison. Nous sommes pratiquement de la famille maintenant, nous devrions donc être plus proches. » Oh. J'ai demandé au barman de vous préparer un cocktail spécial. C'est sa propre recette secrète appelée lagon bleu. J'ai pensé que la couleur irait parfaitement avec votre robe ce soir. Veuillez l'accepter comme un cadeau en guise d'excuse. Alors qu'elle finissait de parler, elle fit signe à un serveur. Quelques secondes plus tard, un cocktail d'un bleu éclatant, superbement garni d'une tranche d'ananas et d'une cerise rouge, fut placé devant moi. C'était d'une beauté parfaite, mais à mes yeux, cela ressemblait à une coupe de poison habilement déguisée. Pourquoi un cocktail spécial? Pourquoi, juste pour moi? L'intuition d'une femme criait en moi que c'était un piège. Je jetai un coup d'œil à mon mari. Il parlait à un autre partenaire, mais je le surpris à me jeter un regard furtif, ainsi qu'au verre à cocktail. C'était un regard mêlé d'anticipation et d'une lueur de culpabilité. Tout devint clair. Ils avaient orchestré une autre pièce ensemble, et cette fois, ils avaient l'intention de me faire payer le prix fort. Mais ils avaient tort, car le metteur en scène de cette pièce, c'était moi. Je souris à Amber,
un sourire si désarmant de chaleur qu'il me surprit même. Merci. C'est très attentionné de votre part. Je tendis la main pour prendre le verre à cocktail. À cet instant, je vis un éclair de triomphe indubitable dans ses yeux. Elle pensait que sa proie était tombée droit dans le piège. Mais elle ne savait pas. À ce moment précis, un échiquier entièrement différent avait commencé à se déployer dans mon esprit. Et sur cet échiquier, elle n'était pas le chasseur, mais un pion chargeant droit vers les portes de sa propre perdition. Quelle était la véritable intrigue cachée derrière ce cocktail lagon bleu? Et comment Catherine Sterling transformerait-elle leur piège en scène de sa plus magnifique contre-attaque? Le brillant cocktail lagon bleu était posé devant moi, aussi beau qu'un joyau empoisonné. Je pouvais sentir les regards d'Amber et de mon mari fixés sur chacun de mes mouvements. Ils étaient comme deux prédateurs retenant leur souffle, attendant que leur proie entre volontairement dans le piège. À cet instant, 1000 plans traversèrent mon esprit. Je ne pouvais pas le refuser. Cela gâcherait la pièce. Je ne pouvais pas le boire. Je ne savais que trop bien ce qui m'attendait. Il me fallait une opportunité, un moment parfait pour renverser la situation, une fraction de seconde de distraction, et cette opportunité, c'est moi qui allais la créer. Je levai les yeux et souris vivement, un sourire que je savais suffisant pour baisser la garde d'Amber. Vous êtes si prévenante, mais ça me gêne de boire ça toute seule. Que diriez-vous de ça? Demandons au barman d'en faire un autre, exactement le même. Nous pourrons trinquer ensemble comme des sœurs et dissiper tous nos malentendus une bonne fois pour toutes. Qu'en pensez-vous? La proposition était si raisonnable qu'Amber ne pouvait pas refuser. De plus, trinquer avec moi devant James ne ferait que consolider son image d'amante compréhensive et de future épouse généreuse. Elle rayonna immédiatement et hocha la tête. C'est une idée merveilleuse, Madame Sterling. Vous voyez, James, je vous avais dit que Kate était une personne magnanime. Elle appela rapidement un serveur. Quelques minutes plus tard, un deuxième lagon bleu, identique au premier, de sa couleur à sa garniture, fut placé juste à côté du mien. Maintenant, 2 cocktails bleus magiques se trouvaient sur la table. L'un contenait l'innocence, l'autre un piège humiliant. Amber prit joyeusement son verre, prête à trinquer, mais j'avais une longueur d'avance. Attendez un instant, dis-je d'une voix excitée. Un moment aussi significatif mérite une photo pour s'en souvenir. Pour notre sororité. Finissant ma phrase, je sortis mon téléphone et me levai, attirant Amber plus près. Juste ici, avec toute la salle de bal en arrière-plan, ce sera magnifique et enivrée par la vision de sa victoire, elle obtempéra avec plaisir. Nous nous tenions épaule contre épaule, les 2 verres à cocktail restant sur la table. Je levai mon téléphone pour cadrer la photo, et juste au moment où j'allais appuyer sur le déclencheur, je me donnai un subtil coup de coude sur le côté. La pochette en peau d'alligator coûteuse glissa de ma prise, tombant bruyamment sur le sol en marbre, son contenu au rouge à lèvres, poudrier, un jeu de Cléo s'éparpillant dans toutes les directions. Oh, mon Dieu, m'écriai-je doucement, un air de consternation sur le visage. Avec l'instinct de quelqu'un qui voulait toujours se faire remarquer, Amber se pencha immédiatement. Je vais le ramasser pour vous, Kate. Elle n'avait aucune idée qu'au moment où elle se penchait, elle s'était complètement retirée des projecteurs. C'étaient les 3 secondes en or que j'attendais. Avec le dos d'Amber bloquant toutes les lignes de vue, et mon mari momentanément distrait, ma main se déplaça comme un fantôme sur la table. Rapidement, silencieusement, sans un bruit, les positions des 2 verres furent échangées. Le cocktail empoisonné était maintenant à une nouvelle place, attendant un nouveau propriétaire, qui n'était pas moi. Voilà, Kate, dit Amber en se redressant et en me tendant la pochette à 2 mains, son visage un masque d'innocence. Merci beaucoup, répondis-je doucement, prenant la pochette et rangeant mon téléphone. Maintenant, buvons avant que la glace ne fonde. Je pris mon verre à cocktail et fis signe à Amber de prendre celui qui restait. La pièce avait maintenant été parfaitement réécrite selon mon scénario. Je levai mon verre, la regardai droit dans les yeux, et dis d'une voix d'une sincérité glaçante, à l'harmonie de notre famille et à l'avenir. Santé, Amber, rayonna-t-elle en levant son verre et en le faisant teinter contre le mien. Un son clair et retentissant résonna. Elle n'avait aucune idée que le son de ses verres était le glas de sa propre chute. Sous mes yeux et ceux de mon mari traître, Amber but le cocktail d'une longue traite. Elle buvait avec confiance, avec triomphe, comme si elle avalait le doux nectar de la victoire elle-même. Elle imaginait que dans quelques minutes à peine, je me tordrais d'humiliation. Mais elle avait tort.
La drogue qu'elle avait si soigneusement préparée coulait maintenant silencieusement dans ses propres veines. La star du drame qu'elle avait si minutieusement arrangé n'était plus moi. L'arme cruelle déguisée en beauté, le cocktail bleu, était maintenant en sécurité dans l'estomac d'Amber. Elle posa le verre vide sur la table avec un bruit sec et décidé, le geste confiant d'un chasseur qui croit que sa proie s'est complètement rendue. Ses lèvres rouges se courbèrent en un sourire à peine perceptible. Mais ayant étudié chacun de ses gestes et regards au cours des 6 derniers mois, je pouvais tout lire. Le mépris, la joie maligne, le plaisir d'un plan parfait se déroulant sans accroc. Moi aussi, je terminais lentement mon cocktail. Le goût pur de la menthe fraîche et du citron vert acidulé se répandit dans ma bouche, m'aidant à maintenir le sang-froid dont j'aurais besoin pour ce qui allait se passer. À partir de ce moment, je savais que même la plus petite erreur ne pouvait être tolérée. C'est un délicieux cocktail, dis-je, brisant le silence tendu entre nous trois. Merci encore pour ce cadeau spécial. Ma voix était si calme qu'elle m'étonna. Il n'y avait aucun tremblement, aucune peur, seulement une détermination glaciale. Amber se tourna, son sourire n'ayant plus besoin d'être dissimulé. Je suis contente que vous l'aimiez, Kate. Il y aura bien d'autres occasions pour nous, les sœurs, de savourer de délicieuses choses ensemble à l'avenir. Elle insista intentionnellement sur le mot « avenir », comme si elle faisait allusion à la position qu'elle s'apprêtait à occuper. Je hochai simplement la tête, pensant en moi-même, il n'y aura pas d'avenir pour toi, ma chérie. Du moins, pas celui que tu imagines. Nous sommes retournés à la table principale où une conversation polie battait son plein. Mon mari, James, m'a jeté un rapide coup d'œil avant de détourner précipitamment le regard. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange confus de culpabilité, d'anxiété, mais surtout de lâcheté et de résignation. Il était un complice à part entière, permettant que l'honneur de sa femme de 20 ans soit mis en jeu dans le sale complot de sa jeune maîtresse. Il pensait que son silence le laverait de toute responsabilité. Mais il avait tort. Sur cet échiquier, son silence était l'aveu le plus puissant. Le monstre invisible était maintenant déchaîné, commençant son voyage à travers sa circulation sanguine. Elle me regarda, et dans ses yeux, le masque maintenant tombé, se lisait la pitié et le mépris d'un vainqueur regardant le vaincu. Elle croyait avoir gagné. L'appât avait été pris, la ligne était tendue, et le poisson était sur le billot. J'ai calmement posé mon verre de vin et j'ai rencontré son regard avec un léger hochement de tête. La pièce n'était pas encore terminée. Nous venions à peine de finir le premier acte, et en tant que metteur en scène, je pouvais garantir que les actes suivants seraient bien plus intéressants et bien plus dramatiques. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Patiemment, je suis restée assise, le dos droit, ma posture élégante, faisant doucement tourner le vin dans mon verre. Extérieurement, j'étais une parfaite statue de sang-froid. Mais à l'intérieur, mon cœur battait à un rythme calculé. J'observais James, je le voyais devenir de plus en plus agité par le comportement de plus en plus étrange d'Amber. Et à un moment donné, son regard croisa le mien. Ce n'était pas un regard ordinaire. Il n'y avait ni défi, ni lâcheté. C'était un regard fugace rempli de perplexité et d'un appel désespéré à l'aide, comme si, dans un état second, il avait soudain réalisé que j'étais son seul port de salut. Le regard ne dura qu'une seconde, mais ce fut comme une clé qui ouvrit une porte vers des souvenirs que j'avais longtemps essayé de sceller. Le temps a soudainement reculé, et la somptueuse salle de bal remplie d'hypocrites a disparu. Devant mes yeux ne se tenait pas un homme pathétique d'âge moyen, déconcerté par sa maîtresse, mais le jeune James d'il y a 25 ans, avec des yeux de feu et un sourire aussi chaud que le soleil d'automne. Les souvenirs affluèrent comme une vieille bobine de film, me ramenant dans un amphithéâtre universitaire. À l'époque, j'étais une étudiante en architecture silencieuse, enfouie dans les livres et les plans. Et James, il était la star de l'école de commerce. Vibrant et actif, toujours au centre de l'attention. Nous venions de mondes complètement différents, destinés à ne jamais nous croiser. Mais le destin nous a réunis sur un projet de start-up étudiante. C'est lui qui présentait les idées, et moi qui étais dans les coulisses, élaborant les stratégies détaillées. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, j'ai été submergé par son énergie et sa passion, et il a été émerveillé par la pensée logique et la perspicacité d'une fille qui semblait si fragile. Notre amour n'a pas commencé par des mots romantiques. Il a commencé par de longues nuits passées ensemble autour d'un café amer, à débattre de plans d'affaires, à rêver d'un avenir où nous construirions quelque chose à nous. Il avait l'habitude de dire qu'il était le feu, et que j'étais le vent. Le vent qui aiderait le feu à brûler plus fort et à voler plus haut.
À l'époque, je le croyais de tout mon cœur. Après l'obtention de notre diplôme, nous nous sommes mariés sans rien en notre nom. Nos plus grands atouts étaient notre amour et une ambition dévorante. Le premier bureau du futur Sterling Innovation était une pièce exiguë et humide, de moins de 15 mètres carrés. Ces jours étaient durs, mais ils étaient aussi les plus heureux. Je me souviens encore de l'odeur des nouilles instantanées que nous cuisinions à la hâte, de la façon dont nous nous blottissions l'un contre l'autre pour nous réchauffer devant un vieil ordinateur les froides nuits d'hiver. Je me souviens des larmes de joie de James lorsque nous avons décroché notre premier gros contrat, même si l'argent suffisait à peine à payer le loyer et à prendre un repas décent. Dans le tourbillon féroce de la création d'entreprise, nous formions le couple parfait. James, avec ses compétences en communication et sa détermination, était le visage de l'entreprise. Il rencontrait des partenaires, faisait des présentations et négociait des contrats, et j'étais le cerveau derrière lui. J'analysais les marchés, développais des stratégies et calculais chaque étape pour assurer la survie et la croissance de l'entreprise. Une fois, un projet immobilier a été gelé et nous étions au bord de la faillite. James était complètement anéanti. Il est resté assis dans un coin, les genoux contre sa poitrine, disant que tout était fini. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai examiné chaque document seul, j'ai trouvé une faille dans le contrat et une nouvelle direction pour réorienter le projet. Le lendemain matin, j'ai placé une proposition épaisse et détaillée devant lui. Ce plan même a sauvé l'entreprise et nous a propulsés à un nouveau niveau. James m'a serré dans ses bras et a pleuré. Il a dit que sans moi, il n'était rien. Il a dit que j'étais sa tête et son cœur. J'ai tout sacrifié pour notre entreprise commune. J'ai vendu le seul héritage de ma mère, un collier, pour payer les salaires des premiers employés. J'ai renoncé à une bourse complète pour un programme de maîtrise à Londres pour traverser les moments les plus difficiles avec lui. J'ai tout fait sans le moindre regret car je croyais que la fondation que nous construisions n'était pas seulement une entreprise, mais une famille, un avenir solide. Mais c'est étrange comme les gens changent. Quand on est pauvre, on se chérit mutuellement. Mais quand l'argent et la célébrité arrivent, les cœurs s'égarent facilement. L'entreprise a grandi et nous avons déménagé dans une luxueuse tour de bureau. Le nom de James Sterling est devenu plus connu. Il s'est habitué aux louanges, à la position d'un PDG à succès. Il a commencé à croire que tout ce succès était uniquement dû à lui. Il a progressivement oublié mes nuits blanches, les stratégies qui ont sauvé l'entreprise, et même le collier de ma mère. Il a commencé à considérer mes sacrifices comme acquis, et j'étais en faute aussi. Une fois l'entreprise sur des bases stables, j'ai donné naissance à nos deux magnifiques enfants, un fils et une fille. Je croyais que je devais prendre du recul, consacrer plus de temps à notre famille. Je lui ai confié le plein contrôle, lui faisant implicitement confiance. J'ai volontairement quitté la salle de stratégie, m'éloignant des chiffres et des plans pour devenir une épouse au sens le plus vrai du terme. Je n'ai pas réalisé qu'en prenant du recul, j'ai créé un immense vide à côté de lui. Et ce fut l'occasion pour des gens comme Amber de s'y engouffrer, de combler ce vide avec une admiration hypocrite, des charmes séducteurs et des mots doux. La bobine de film s'arrête sur une image de nous debout dans ce même manoir alors qu'il n'était encore qu'un chantier inachevé. James me tenait par derrière, montrant les jardins, et disait fièrement, « Tu vois, tout ce que je fais, c'est pour vous donner, à toi et aux enfants, la meilleure vie possible. » J'étais si heureuse ce jour-là. Mais en y repensant maintenant, j'ai réalisé le subtil changement dans ses paroles. Ce n'était plus nous, c'était je. Il s'était approprié unilatéralement notre fondation commune, et il s'était accordé le droit d'oublier la personne qui avait posé la première brique avec lui. La bobine de film s'est cassée. J'étais de retour dans la cruelle réalité de la salle de bal. J'ai regardé l'homme paniquer devant sa maîtresse, et mon cœur n'a plus ressenti la moindre once de douleur. Il était froid. Et alors, si la fondation était oubliée? Ceux qui oublient le passé n'ont pas d'avenir. Et ce soir, c'est moi qui mettrai fin à l'avenir dont lui et Amber fantasmaient. La douceur de ces années difficiles mais heureuses avait disparu, remplacée par le goût amer de la trahison qui me montait à la gorge. J'ai regardé James Sterling, l'homme qui fut autrefois mon monde entier. Il paniquait maintenant devant l'étalage de plus en plus effronté et incontrôlable d'Amber. Mon cœur ne ressentait plus aucune douleur. Il était devenu insensible, gelé. Après des centaines de longues nuits que j'avais passées seul, à faire face à la vérité brutale. Il y a 6 mois, par un après-midi pluvieux, j'ai découvert cette vérité. Ce n'était pas une descente dramatique digne d'un film sur une scène d'adultère.
Elle est venue à moi silencieusement et cruellement. J'avais simplement pris sa tablette pour chercher des informations pour l'école de notre fils. Et c'est là que j'ai vu une fenêtre de discussion encore ouverte. D'innombrables messages, d'innombrables photos et des termes d'affection vulgaires qu'il n'avait pas utilisés avec moi depuis plus d'une décennie. C'était comme un marteau de forgeron géant s'abattant sur ma tête. Et en un instant, mon monde entier s'est effondré. La femme dans ces messages n'était autre qu'Amber Reed, la jeune et compétente directrice marketing que j'avais plusieurs fois félicitée devant mon mari. Il s'est avéré qu'elle était la vipère qui rongeait tranquillement mon mariage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis blotti dans l'obscurité de mon bureau, lisant et relisant chaque ligne qu'il s'était envoyée, regardant chaque photo. Les larmes coulaient sans fin, non pas par jalousie, mais par l'agonie dévastatrice de réaliser à quel point j'avais été trompé sans vergogne. Notre amour, notre confiance, mes 20 ans de sacrifice, tout cela était devenu une farce ridicule en un instant. Je voulais crier, le confronter, tout renverser. Je voulais faire irruption dans le bureau et arracher le masque hypocrite d'Amber devant tous les employés. Mais dans la nuit profonde et silencieuse, en voyant mon propre reflet hagard et pathétique dans le miroir, je me suis ressaisi. Je ne pouvais pas m'effondrer comme ça. J'étais Catherine Sterling, la femme qui avait autrefois bâti tout cela à partir de rien aux côtés de son mari. Je ne pouvais pas laisser une petite renarde m'arracher si facilement tout ce qui m'appartenait. Une dispute désordonnée était la pire stratégie. Cela ne ferait que diminuer ma dignité et me faire passer pour une femme pitoyable. J'avais besoin d'un plan. Un plan intelligent qui non seulement les exposerait, mais protégerait aussi mes biens et les années de ma jeunesse que j'avais investies. Après cette nuit fatidique, j'ai cessé de pleurer. J'ai commencé à agir. Ma première étape a été de contacter secrètement un brillant avocat et un ami en qui je pouvais avoir une confiance implicite, Michael Chen. Je lui ai tout raconté. Michael ne m'a pas seulement donné des conseils juridiques avisés, mais m'a aussi recommandé un détective privé fiable. J'ai décidé de faire suivre James et Amber. J'avais besoin de connaître chacun de leurs mouvements, chaque complot, chaque plan. Le savoir était le pouvoir, et je devais m'en armer. Les rapports et les enregistrements audio du détective ont commencé à arriver quotidiennement. Chaque information était comme une autre lame tranchant mon cœur, mais elle durcissait aussi ma résolution en acier. J'ai appris qu'ils se rencontraient fréquemment dans un condo de luxe que James avait secrètement acheté pour elle avec les fonds de l'entreprise. J'ai découvert qu'Amber ne voulait pas seulement être une maîtresse. Elle essayait discrètement de gagner la faveur de certains des plus petits actionnaires, visant à prendre le pouvoir au sein de la société. Son ambition était bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Puis, il y a environ 2 semaines, le détective m'a apporté l'information la plus choquante à ce jour. Il avait réussi à placer un micro-enregistreur dans un sac à main que James avait offert à Amber. L'enregistrement qu'il a capturé a révélé un plan si cruel qu'il m'a glacé le sang. C'était une conversation entre Amber et un homme nommé Marcus Thorne. La voix aiguë d'Amber résonnait, chaque mot était d'une clarté cristalline sur l'enregistrement. Voici le plan, dit-elle. Au gala annuel de l'entreprise, je trouverai un moyen de glisser un aphrodisiaque dans le verre de cette vieille peau. Le plus fort possible. Le genre qui pourrait rendre une nonne folle. Une fois qu'il fera effet, Marcus, tu feras semblant d'être un invité inquiet et tu aideras la femme ivre à monter dans sa chambre. La suite 2107, je l'ai déjà réservée. Tu sais ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de réel. Fais juste semblant. Enlève-lui ses vêtements. Mets-toi sur elle. Mets en scène une scène vraiment torride. James et moi ferons irruption et nous vous surprendrons. Nous filmerons tout, bien sûr. L'homme, Marcus, a demandé, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, mademoiselle Reed? C'est la femme du PDG. Amber a ri. Un son glaçant et horrifiant. C'est exactement pour ça que nous devons le faire. Avec une preuve irréfutable d'adultère comme celle-ci, nous pouvons nous assurer qu'elle divorce sans un sou. Cette femme est tellement prétentieuse. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa foutue réputation. Fais juste ce que je dis. Une fois que ce sera fait, 50 000 $ seront à toi. Après avoir écouté l'enregistrement, je suis restée assise, stupéfaite. Mon cœur avait l'impression de s'être arrêté. Je ne pouvais pas imaginer qu'une femme si jeune puisse nourrir un cœur aussi vicieux et un plan aussi cruel. Elle ne voulait pas seulement mon mari. Elle voulait détruire complètement ma réputation et me jeter à la rue sans rien.
La rage bouillonnait en moi. Mais étrangement, derrière cette fureur, un calme glacial s'est installé en moi. Ils voulaient jouer un grand jeu, alors j'allais jouer le jeu. Mais je ne jouerais pas selon leurs règles. Je réécrirais les règles du jeu moi-même. Et ainsi, tout s'est mis en marche. Je savais tout sur le cocktail. Je savais pour la suite 2107. Et je savais pour l'homme étrange qui allait bientôt apparaître. Amber pensait qu'elle tendait le piège parfait. Elle n'avait aucune idée qu'elle n'était qu'une marionnette dansant dans une pièce que je mettais en scène. Elle faisait un pas joyeux après l'autre dans le piège même qu'elle avait si soigneusement préparé pour moi. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir ici, de savourer mon vin, et d'attendre que le rideau se lève sur le moment où tous les mensonges et la méchanceté des traîtres seraient exposés. L'enregistrement du sac à main de créateur était terminé, mais les mots venimeux d'Amber résonnaient encore dans mon esprit, froids et tranchants comme une lame. Une fois le choc initial passé, il fut remplacé par une fureur d'un froid glacial. J'avais pensé que la trahison de James était la blessure la plus profonde, mais j'avais tort. Comparé à ce complot vicieux, le rendez-vous secret n'était qu'un jeu d'enfant. Amber ne voulait pas seulement mon homme. Elle voulait m'anéantir. Elle voulait me dépouiller de tout, de mes biens et de l'entreprise jusqu'à la dernière once de mon honneur, et me jeter de côté comme un déchet. Elle voulait que je vive le reste de mes jours dans la honte et la misère. Comment quelqu'un d'à accent grave peine 20 ans pouvait-il posséder un cœur aussi cruel? Mon silence et ma patience des 6 derniers mois avaient-ils nourri son arrogance et sa malice? Elle pensait que j'étais un petit agneau docile qui pouvait être facilement mené à l'abattoir. Elle m'avait sous-estimé, et c'était son erreur fatale. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Les larmes étaient pour les faibles, et je ne m'autorisais plus une seule seconde de faiblesse. Je me suis assise dans mon bureau sous la chaude lumière de la lampe, un verre de vin rouge profond à la main. Je ne buvais pas, je regardais simplement le liquide tourbillonner comme si je fixais un échiquier complexe. Devrais-je les exposer immédiatement? Faire écouter cet enregistrement à James et révéler le vrai visage de sa jeune maîtresse. Non, c'était trop simple, trop facile pour eux. Cela pourrait les humilier, peut-être même créer un fossé entre eux. Mais ensuite? James, avec sa nature indécise et stupide, pourrait être influencé par les larmes de crocodile d'Amber. Il pourrait croire à une excuse ridicule selon laquelle elle plaisantait ou qu'elle l'avait fait parce qu'elle l'aimait trop, et tout reviendrait à la case départ. Non, je ne voulais pas une victoire temporaire. Je voulais un coup décisif, un jugement final dont il ne pourrait jamais se remettre. Je voulais qu'il sache exactement ce que c'était que d'être acculé, d'être détruit, de tout perdre. Puisqu'Amber avait si soigneusement construit la scène, pourquoi devrais-je la démolir? Je ne le ferai pas. Au lieu de cela, je monterai sur cette scène et lui ferai jouer ma performance. Je serai le metteur en scène et elle et mon mari traître seraient les 2 acteurs principaux d'une tragédie de leur propre fabrication. L'échiquier avait déjà été retourné. Le lendemain matin, j'ai appelé le détective. Ma voix était anormalement calme. Trouvez tout ce que vous pouvez sur l'homme de l'enregistrement, Marcus Thorne. Ses antécédents, ses relations, ses faiblesses, et surtout ce dont il a le plus besoin en ce moment. J'ai besoin de tout. En 24 heures, un dossier détaillé sur Marcus Thorne était sur mon bureau. Comme je le soupçonnais, c'était un homme qui n'avait rien à perdre. Un décrocheur universitaire accro au jeu, noyé sous les dettes. Il était pourchassé par des usuriers. Pour quelqu'un comme Marcus, les 50 000 $ d'Amber étaient une fortune, une bouée de sauvetage. Mais il avait besoin de plus que de l'argent. Il avait besoin d'une issue sûre. J'ai souri. C'était encore plus facile que je ne le pensais. Je ne l'ai pas approché moi-même. Par l'intermédiaire de mon avocat, Michael, j'ai fait en sorte qu'un tiers contacte Marcus. Mon offre était claire et nette. 100 000 $ en espèces, le double de ce qu'Amber offrait, un nouveau passeport avec une identité complètement nouvelle, et un vol en classe à faire pour l'Australie où il pourrait commencer une nouvelle vie, libre de ses créanciers. Tout cela lui appartiendrait immédiatement après la performance à l'hôtel. Sa tâche était également simple. Il devait toujours accepter l'offre d'Amber, se présenter à l'heure et au lieu désigné, et se rendre à la suite 2107. Mais au lieu de jouer avec moi, il jouerait avec Amber elle-même. Et plus important encore, il devait s'assurer que le téléphone utilisé pour l'enregistrement vidéo était positionné à l'angle parfait pour capturer chaque moment torride avec la plus grande clarté possible. Marcus n'était pas un imbécile.
Il savait à quel point il était dangereux de contrarier Amber et James Sterling. Mais mon offre était trop tentante. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un avenir tout entier. Et plus important encore, il a réalisé que la femme derrière cette offre détenait bien plus de pouvoir et un niveau de calcul terrifiant qu'Amber. Me suivre pourrait être un chemin vers la survie. En suivant Amber, il pourrait être éliminé après le travail pour le faire taire. Il a fait le bon choix. La rencontre a été rapide. Marcus Thorne était maintenant complètement de mon côté. Mon atout maître était prêt. À partir de ce jour, j'ai commencé à me préparer pour mon rôle. J'ai délibérément agi de manière lasse et déprimée. Je ne réagissais plus vivement aux provocations d'Amber. J'étais silencieuse, patiente, jouant parfaitement le rôle d'une femme qui acceptait lentement son sort. Ma transformation a rendu Amber encore plus triomphante. Elle croyait avoir complètement brisé ma volonté, que j'étais prête pour l'abattoir. Et enfin, la nuit du gala annuel d'appréciation des clients est arrivée. Ce soir, je me suis tenu devant le miroir et j'ai regardé la femme dans le reflet. C'était toujours Catherine Sterling, mais la tristesse d'il y a 6 mois avait disparu de ses yeux. Ils étaient vifs, froids et remplis de détermination. J'ai choisi une robe noire simple mais élégante. Le noir, la couleur du deuil, mais aussi la couleur du pouvoir et du mystère. Tout était prêt. La scène était dressée, les acteurs étaient en place, et le scénario avait été réécrit. Amber, petite fille naïve. Tu penses que tu es le metteur en scène ce soir. Tu as tort. Tu n'es qu'une pathétique marionnette dansant sur des fils que je tire. Et ce soir, je vais couper ces fils et te laisser tomber en chute libre dans l'abîme que tu as creusé pour toi-même. Le jeu a vraiment commencé. La fête de ce soir était cette scène. Le sourire sur mon visage est resté parfaitement sociable, mais dans mon esprit, un compte à rebours invisible avait commencé. J'ai calculé dans ma tête, avec une drogue aussi puissante, l'effet devrait commencer à se manifester dans environ 15 à 20 minutes. C'était plus que suffisant pour que je savoure l'effondrement progressif de mon ennemi. Nous nous sommes assis à notre table. James était le plus nerveux. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre, puis de nouveau moi, ses yeux remplis d'un regard interrogateur. Il se demandait probablement pourquoi moi, la victime désignée, semblait parfaitement bien. Amber, de son côté, était complètement à l'aise. Elle était sûre de sa victoire. Elle faisait tourner le vin dans son verre, me regardant avec un regard provocateur, comme si elle attendait que je montre les premiers signes de perte de contrôle. 5 minutes passèrent dans un silence suffocant. Puis 10. J'ai continué à discuter agréablement avec quelques invités à notre table, discutant des conditions du marché immobilier et des nouvelles tendances en matière de design. J'ai veillé à paraître exceptionnellement vive et articulée. Chaque point logique que je soulevais, chaque argument irréfutable semblait être une nouvelle douche froide sur la confiance de James. Je pouvais voir la perplexité grandissante sur son visage. Et puis, comme je l'avais prévu, à la 12e minute exactement, les premiers signes ont commencé à apparaître chez Amber. Cela a commencé subtilement, juste un léger froncement de sourcils. Elle a soudainement cessé de parler et a levé une main pour se frotter doucement la tempe. Puis elle a pris son verre d'eau et l'a bu d'un trait, bien que cela ne semble pas l'aider. Le teint pâle et impeccable de son visage maquillé a commencé à rougir d'un rose pâle. Au début, on aurait dit qu'elle était juste un peu éméchée, mais je savais que c'était le signal que le feu de la drogue commençait à couver de l'intérieur. Quelques minutes plus tard, cette rougeur rosée s'était étendue, donnant à tout son visage une teinte rouge anormale. Elle ne s'est pas arrêtée à son visage. Elle a descendu son cou blanc et la peau exposée de son décolleté. On aurait dit quelqu'un qui venait de sortir d'un sauna chaud. Elle a commencé à s'agiter, ses mains fines, qui reposaient sagement sur ses genoux, ont commencé à faire des mouvements involontaires. Elle a levé la main, ses doigts délicats traçant son propre décolleté, puis a tiré légèrement sur le col de sa robe comme pour avoir plus d'air. Sa respiration a également commencé à changer. Elle n'était plus régulière et douce, mais superficielle et rapide. De temps en temps, elle prenait une profonde et lourde respiration, sa poitrine se soulevant et s'abaissant notablement sous sa robe de soie. Ses yeux avaient perdu leur regard habituellement vif et arrogant. Ses pupilles semblaient dilatées, rendant ses yeux plus grands, anormalement brillants et humides. Ils sont devenus brumeux et flous, comme si elle voyait un monde fantastique. James, assis juste à côté d'elle, n'aurait pas pu manquer ces changements soudains.
Il a complètement arrêté sa conversation et a regardé Amber fixement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement, sa voix pleine d'inquiétude. « Ton visage est tout rouge. Veux-tu sortir prendre l'air ?» Amber sursauta comme si elle était ramenée à la réalité d'un autre monde. Elle secoua la tête et essaya de forcer un sourire, mais il semblait crispé. « Je vais bien. C'est probablement juste l'alcool. Les boissons doivent être fortes ce soir. » Elle l'a dit, mais son regard n'était pas sur James. Il balayait inconsciemment les hommes aux tables environnantes. C'était un regard que son esprit rationnel ne pouvait plus contrôler. La pièce commençait vraiment. Son corps était comme une fournaise, et elle ne pouvait plus rester assise. « James, dit-elle en se tournant vers mon mari. » Sa voix n'était pas son ton flirt habituel. Elle était rauque et enrouée. Sa main se posa effrontément sur sa poitrine. « Je ne me sens pas bien. J'ai si chaud. » James se figea. Il n'en croyait pas ses yeux. Lors d'un gala officiel, devant des centaines de partenaires et d'employés, sa maîtresse élégante et intelligente se comportait comme une fille de bar bon marché. Il attrapa rapidement sa main, la retirant de son corps, son visage rougissant d'un mélange de honte et de colère. « Es-tu folle ?» siffla-t-il entre ses dents serrées. « Arrête ça tout de suite. Les gens regardent. » Mais ces mots n'avaient plus aucun pouvoir maintenant. Les chuchotements des tables environnantes s'étaient transformés en commérages clairs. Tous les yeux étaient fixés sur nous, remplis de curiosité, de confusion et de mépris. Mon Dieu, regardez Amber Reed. Elle est complètement saoule. Quelle honte pour Monsieur Sterling. On dirait qu'elle n'est pas seulement ivre. Elle a l'air bizarre. J'étais assise là, maintenant toujours mon expression calme, tenant mon verre de vin. J'ai regardé James et j'ai vu l'humiliation pure écrite sur tout son visage. Il payait le prix de sa trahison. Il avait été si fier de sa jeune, belle et compétente maîtresse. Et maintenant, à cause d'elle, il était publiquement humilié. Il a essayé de repousser Amber, mais elle s'est accrochée à lui comme une pieuvre. La performance qu'elle avait préparée pour moi, elle l'a jouée maintenant magnifiquement elle-même, et moi, la seule spectatrice qui connaissait tout le scénario, ressentait un profond sentiment de satisfaction. Ce n'était que l'entrée. Le plat principal les attendait toujours. La scène chaotique à notre table est devenue la pièce maîtresse de toute la salle de bal. James Sterling, le puissant PDG, ne ressemblait plus qu'à un clown se débattant dans un embarras total. Il a essayé de repousser Amber, a essayé de lui couvrir la bouche, mais tous ses efforts ont été vains. Amber s'était transformée en quelqu'un d'autre. Elle n'était plus la directrice marketing vive et arrogante. Elle était une femme affichant effrontément ses désirs. Je suis restée assise là, silencieuse comme un fantôme, observant la tragédie se dérouler devant moi. J'ai vu l'impuissance et la honte sur le visage de James. Il ne pouvait croiser le regard de personne, la tête baissée, souhaitant que le sol l'engloutisse. Il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Et à ce moment-là, j'ai su que mon heure était venue. Alors que tout le monde était concentré sur James et Amber, j'ai jeté un coup d'œil vers l'autre bout de la salle de bal. Là, un grand homme en costume noir bien taillé se tenait les bras croisés, observant tranquillement la situation. C'était mon atout maître, Marcus Thorne. Nos regards se sont croisés pendant une brève seconde. J'ai fait un léger signe de tête. Il a compris mon signal et a commencé à bouger. Au même moment, Amber, dans son état second, semblait avoir trouvé son sauveur. Son regard flou a balayé la foule et s'est posé sur Marcus. Cela faisait partie de son plan initial. Lorsque la drogue ferait effet, Marcus apparaîtrait comme un héros pour escorter la victime jusqu'à la chambre. Elle n'avait aucune idée que la victime était maintenant elle-même et que son héros était en fait le bourreau la menant à l'échafaud. Amber, avec sa dernière once de force, a donné une petite poussée à James. Elle s'est levée en chancelant, sa voix, mais essayant toujours de paraître cohérente. « Excusez-moi, tout le monde. Je crois que j'ai trop bu. Je dois monter dans ma chambre pour me reposer. » Elle parlait à James, mais ses yeux se dardaient vers Marcus, envoyant un signal secret. James voulait juste échapper à cette humiliation le plus rapidement possible. Il n'avait pas la présence d'esprit de remarquer de si petits détails. Quand Amber a dit qu'elle voulait aller dans sa chambre, il a hoché la tête mécaniquement, incapable de la regarder en face. « Oui, va te reposer » a-t-il marmonné. Il n'a même pas pensé à aider sa propre maîtresse à se lever.
La lâcheté avait triomphé de tout. Il voulait juste que ce problème embarrassant disparaisse immédiatement. Comme prévu, Marcus s'approcha. Il joua parfaitement le rôle d'un invité bienveillant. « Madame, vous n'avez pas l'air bien, dit-il d'une voix inquiète. Voulez-vous que je vous aide à monter dans votre chambre ?» Amber hocha la tête sans la moindre méfiance. Elle s'appuya sur le bras solide de Marcus comme une personne qui se noie sa grippe à un morceau de bois flotté. Elle pensait que tout se déroulait selon son plan parfait. Elle était escortée dans une chambre par un homme étrange et bientôt, la scène de l'adultère aurait lieu. Elle ignorait complètement que ce chemin de la salle de bal à l'ascenseur n'était pas la route vers la victoire mais la descente aux enfers. Ils traversèrent la salle de bal. C'était un spectacle vraiment ironique. La maîtresse du PDG, ivre et débraillée, aidée par un parfait inconnu tandis que son mari traître restait figé à la table, le visage cendré. Toute la scène a été capturée par des centaines d'yeux et des dizaines de smartphones enregistrant secrètement. La réputation d'Amber et de James était en train d'être complètement détruite ici même, à la fête dont ils avaient été si fiers. J'ai regardé leur dos jusqu'à ce que les portes d'acier brillantes de l'ascenseur se referment lentement, les engloutissant tous les deux. Je savais que la scène principale de la suite 2107 était déjà préparée, lumière, caméra et tous les accessoires nécessaires. Marcus jouerait son rôle avec brio. Il ferait goûter à Amber exactement ce qu'elle m'avait destiné. Et maintenant, je devais me préparer pour mon propre rôle, celui de l'épouse inquiète, l'épouse qui découvre la vérité et est profondément choquée. Je devais le chronométrer parfaitement. Monter trop tôt et je gâcherais la pièce. Monter trop tard et je manquerais la meilleure partie. Je pris une gorgée de vin. Son goût amer m'aida à aiguiser ma concentration. J'ai regardé James. Il était toujours assis là comme une statue, regardant dans le vide avec des yeux vides. Il essayait probablement de comprendre ce qui venait de se passer, mais il n'aurait pas beaucoup de temps pour ça car dans quelques instants, j'allais lui infliger un choc 100 fois plus grand. Parfait. Maintenant, c'est l'heure de ma performance. Je ne donnerai pas à James une chance de s'échapper. Puisqu'il a coécrit cette pièce avec Amber, il doit être un spectateur et assister à sa misérable chute jusqu'à la toute fin. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à livrer la première réplique qui mènerait mon mari traître tout droit aux portes de l'enfer. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, laissant derrière elle la sortie déshonorante d'Amber et le visage froid de Marcus, un silence gêné et embarrassé s'abattit sur la salle de bal. Les chuchotements reprirent, devenant maintenant plus forts et plus ouverts. James resta assis, le dos de son costume coûteux trempé de sueur, son visage un masque de cire. Il essaya de forcer un sourire à quelques partenaires clés qui le regardaient avec pitié, mais le sourire était plus laid qu'une grimace. Il était complètement perdu, submergé par la honte et la perplexité. Je le laissai mariner dans son humiliation pendant quelques minutes de plus. J'avais besoin qu'il soit à son point le plus vulnérable psychologiquement et le plus suggestible. Ce n'est qu'alors que mes paroles auraient le poids de 1000 livres. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Cela faisait 10 minutes qu'Amber et Marcus étaient montés. Assez de temps pour que Marcus mette tout en place et commence sa performance. Il était temps pour moi d'agir. Je pris une profonde inspiration, effaçai le sourire froid de mes lèvres et le remplaçai par un air d'inquiétude et de préoccupation, l'expression parfaite d'une épouse dévouée. Je me levai et marchai tranquillement jusqu'à côté de James. Il sursauta en me voyant approcher, évitant instinctivement mon regard. « Chérie, dis-je, ma voix juste assez forte pour qu'il m'entende, mais remplie d'une feinte urgence. Je suis si inquiète. » James leva les yeux vers moi, ses yeux injectés de sang remplis d'épuisement. « Inquiète de quoi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « De Mademoiselle Reed, continuai-je, mes fins sourcils se fronçant légèrement. La façon dont elle avait l'air tout à l'heure, ce n'était pas comme si elle était juste ivre. J'ai peur que quelque chose de mal ne lui arrive. C'est notre employé après tout, et une femme seule dans une chambre d'hôtel. Si quelque chose devait arriver, nous serions dans une position terrible. » Mes paroles ont touché la chose même que James craignait le plus en ce moment, la responsabilité et la réputation de l'entreprise. Il ne se souciait peut-être plus d'Amber, mais il ne pouvait pas se permettre d'ignorer l'image de l'entreprise. Il fronça les sourcils, sa confusion palpable, mais elle a juste dit qu'elle montait se reposer un peu. « Et combien de temps dure un peu, chérie ?» insistai-je, ne lui laissant pas le temps de réfléchir. « Regarde, ça fait déjà 15 minutes. » Une personne si ivre qu'elle peut à peine tenir debout et seule dans une chambre fermée à clé. Penses-tu que c'est sûr ?
Ou peut-être devrions-nous appeler sa famille pour qu'ils viennent la chercher. Cela rassurerait tout le monde. J'ai délibérément insisté sur le mot « famille ». Je savais très bien qu'Amber n'avait pas de parents dans la ville, tout comme moi. Ma suggestion était un test, un piège psychologique. Elle a acculé James. S'il ne pouvait appeler personne, son irresponsabilité serait encore plus apparente. Et cela a semé le doute dans son esprit. Pourquoi Amber est-elle montée dans la chambre avec un homme étrange et non avec lui, son amant? Comme je m'y attendais, James parut déconcerté. Il balbutia. Sa famille. Je n'ai pas leur numéro. Tu ne l'as pas, feignis-je la surprise. Je pensais que vous étiez très proches. Eh bien, c'est encore plus dangereux alors. Une jeune femme ivre dans une chambre avec un homme qu'elle ne connaît pas, as-tu pensé aux conséquences? Mes paroles étaient comme une aiguille piquant directement la lâcheté et l'égoïsme de James. Il commença à ressentir une peur réelle, non pas pour Amber, mais pour lui-même. Si quelque chose se passait dans la suite 2107, lui, en tant que PDG et dernière personne à avoir eu une interaction intime avec Amber à la fête, serait le premier à être impliqué. Que insinues-tu, gronda James, son inquiétude se transformant en irritation. Cet homme n'était qu'un invité bienveillant. Bienveillant, me moquai-je, un sourire plein de sarcasme. Un homme bienveillant qui escorte volontiers une inconnue à peine vêtue et incohérente dans sa chambre. Soit tu es incroyablement naïf, James, soit tu choisis délibérément de ne pas comprendre. La vivacité de mon ton fit se figer James. Il me regarda avec de grands yeux comme s'il me voyait pour la première fois de nos longues années de mariage. Il était habitué à la Catherine douce et indulgente, pas à cette femme dont chaque mot était une lame qui transperçait le cœur d'un homme. Mais je n'avais pas fini. Je devais porter le coup final qui le forcerait à agir. Très bien, soupirai-je théâtralement. Si tu n'es pas inquiet, je ne peux rien faire. C'est juste que, je viens de voir le chef de la sécurité de l'hôtel et 2 de ses employés se précipiter dans l'ascenseur. Je les ai entendus dire qu'ils avaient reçu un rapport sur un bruit étrange provenant de l'une des suites. Je crois qu'ils ont dit, la suite 2107 minutes. Je mentais. Il n'y avait pas de chef de la sécurité. C'était une pure invention. Mais à ce moment-là, le mensonge avait plus de pouvoir que n'importe quelle vérité. Au mot sécurité, le teint de James changea complètement. Son visage déjà pâle devint d'un blanc fantomatique, et une terreur pure éclata dans ses yeux. L'implication de la sécurité de l'hôtel signifiait que la situation s'était aggravée. Cela pourrait être consigné, signalé, peut-être même impliquer la police. Si cela se produisait, non seulement sa réputation, mais toute sa carrière serait en cendres. La nouvelle d'un PDG d'une grande entreprise impliquée dans un scandale sordide avec une jeune maîtresse dans un hôtel serait un festin pour les médias. Est-ce vrai? Balbutia-t-il, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Je haussai les épaules, maintenant mon expression inquiète. Je ne suis pas sûr. Je l'ai juste entendu. Mais c'est si effrayant. Ou peut-être devrions-nous monter vérifier. Au moins, nous devons savoir ce qui se passe pour pouvoir gérer la situation. La suggestion n'était plus une option. C'était un ordre. James n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait plus attendre dans ce vide d'humiliation et de peur. Il devait monter. Il devait voir par lui-même pour éteindre le feu avant qu'il ne consume tout. Allons-y, dit-il entre ses dents serrées, se levant d'un bond de sa chaise. Sa lâcheté, momentanément submergée par la peur, s'était transformée en une détermination tardive. Il se dirigea rapidement vers l'ascenseur sans même me jeter un regard. Je le suivis silencieusement, les coins de ma bouche se soulevant en un sourire secret. Le poisson a mordu à l'hameçon. Et maintenant, je vais lentement remonter la ligne, le menant exactement là où j'ai tendu le filet inéluctable. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent une fois de plus, non pas pour mettre fin à une pièce, mais pour lever le rideau sur une nouvelle tragédie, une tragédie impardonnable. Les portes brillantes en acier inoxydable de l'ascenseur reflétaient le visage de James, pâle de terreur. Il n'arrêtait pas de lever la main pour desserrer sa cravate de marque comme si elle l'étouffait. L'air dans le petit espace semblait soudainement suffocant et lourd. Malgré la climatisation à fond, je me suis appuyé contre le coin, gardant une distance de sécurité, observant silencieusement l'homme se consumer par sa propre peur. Les chiffres numériques rouges grimpaient lentement, comme pour se moquer délibérément de son anxiété. 18, 19, 20. À chaque étage,
je pouvais voir des perles de sueur se former sur son front et ses tempes. Il n'arrêtait pas de marmonner pour lui-même, un flot brisé de prières désespérées. Non, il ne s'est rien passé. Elle est juste ivre. Ce n'est rien. Un digne clair annonça l'arrivée de l'ascenseur au 21e étage. Les portes s'ouvrirent pour révéler un long couloir silencieux tapissé d'un épais velours rouge foncé. C'était luxueux, mais étrangement sinistre. La douce lumière jaune des appliques murales projetait des ombres entrecroisées, rendant l'espace encore plus mystérieux. James sortit de l'ascenseur comme une flèche. Sa peur s'était transformée en une urgence frénétique. Il ne pouvait pas laisser sa réputation, la réputation de toute son entreprise, être détruite par un scandale humiliant. Il devait calmer la situation avant l'arrivée de la sécurité de l'hôtel que j'avais inventé, avant que les choses ne dégénèrent. Je suivis calmement derrière. Mes talons ne faisaient aucun bruit sur l'épais tapis. J'étais comme un fantôme, suivant silencieusement ma proie alors qu'elle se précipitait tête baissée dans le piège que j'avais tendu. Le couloir était long et sombre. Plus nous avancions, plus l'air devenait silencieux, jusqu'à ce que les seuls sons soient la respiration haletante de James et les battements de mon propre cœur. 2105, 2106. Les numéros en laiton polis sur les portes en bois sombre défilaient. Et puis, alors que nous n'étions plus qu'à quelques mètres de la suite 2107, un son étrange commença à percer le silence de mort. Au début, c'était très faible, un gémissement étouffé. Mais à mesure que nous nous approchions, les sons devinrent plus clairs, plus explicites. C'était la respiration haletante d'une femme mêlée au son indubitable de corps bougeant dans des gémissements lascifs et débridés. James s'arrêta net, tout son corps se raidit, ses pieds semblants enracinés au sol, son visage déjà blanc était maintenant cendré. Il se tourna pour me regarder, ses yeux remplis de panique et d'une question silencieuse. Quel est ce son ? J'ai simplement haussé les épaules, jouant à la perfection le rôle de l'épouse choquée et innocente. J'ai porté une main à ma bouche, les yeux écarquillés. Je ne sais pas, dis-je, ma voix tremblante. On dirait que ça vient de la 2107. Oh mon Dieu, mademoiselle Reed. Sûrement pas. J'ai délibérément laissé ma phrase en suspens, laissant son imagination peindre le pire scénario, et ça a marché. La jalousie primitive, la rage d'être trompé juste sous son nez, et la peur d'un scandale imminent ont tout submergé. Il ne pouvait plus penser clairement. Le sang lui monta à la tête, ses yeux devinrent rouges, et ses mains se serrèrent en poings serrés. Les sons obscènes provenant de derrière la porte ne s'arrêtaient pas. Ils devenaient plus forts, plus effrontés, comme un millier d'aiguilles poignardant la fierté d'un homme trahi. Il ne pouvait plus le supporter. L'humiliation se transforma en fureur. Bon sang, gronda-t-il d'une voix basse et gutturale et chargea vers la porte de la 2107. Il n'a pas frappé. Il n'en avait pas besoin. En tant que client VIP et organisateur d'un événement majeur à l'hôtel, il avait une carte clé maîtresse. Je l'ai regardé fouiller dans son portefeuille, ses mains tremblant si fort qu'il a manqué la serrure électronique plusieurs fois. Un bip sec retentit lorsque la serrure se déverrouilla. Sa fureur à son comble, James, sans un instant d'hésitation, poussa la lourde porte en bois de toutes ses forces. La porte s'ouvrit en grand, claquant violemment contre le mur intérieur avec un fracas assourdissant, et à cet instant, tous les bruits obscènes de l'intérieur cessèrent brusquement. Je retins mon souffle derrière lui. Le drame ultime, le moment même que j'attendais depuis si longs mois, était enfin arrivé. Les portes de l'enfer avaient été grandes ouvertes, et je savais que la scène à l'intérieur deviendrait une cicatrice permanente et indélébile sur l'âme de mon mari traître. Ce serait la condamnation à mort qui mettrait fin non seulement à sa liaison secrète, mais à tout l'avenir et à la réputation dont il avait été si fier. Le fracas assourdissant de la porte heurtant le mur fut comme un coup de pistolet de départ qui mit fin à tous les sons sordides et inaugura un silence de mort. James se figea sur le seuil, une statue de rage prise en plein mouvement. Je me tenais juste derrière lui, et à travers l'espace entre son bras et son corps, je pouvais tout voir à l'intérieur avec une clarté parfaite. C'était une scène plus graphique et plus cruelle que tout ce que j'aurais pu imaginer. La suite, celle-là même qu'Amber avait si soigneusement choisie pour m'humilier, était maintenant devenue la scène de sa propre chute. Les lumières principales étaient éteintes, seules quelques lampes sur pied diffusaient une faible lueur jaune qui rendait l'atmosphère encore plus sordide et pathologique. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol. La robe vert émeraude d'Amber était froissée dans un coin comme un chiffon. Ses talons de créateur gisaient à différents endroits, et le costume noir de Marcus était négligemment jeté à côté d'eux.
Et sur l'immense lit blanc au centre de la pièce se trouvait un spectacle difficile à regarder. L'élégante et arrogante directrice du marketing d'il y a quelques heures à peine avait disparu. À sa place se trouvait une femme en proie à la frénésie. Ses cheveux méticuleusement coiffés étaient maintenant un enchevêtrement collé à son front et à ses joues par la sueur. Son maquillage parfait était maculé, révélant des joues rougies, des lèvres gonflées et des yeux vitreux sous l'effet de la drogue. Elle était enroulée autour de l'homme étrange comme un serpent. L'homme, Marcus, était dans un état de déshabillage similaire. Il était allongé là, son dos musclé et luisant de sueur exposé. Mais si l'on regardait de près, il y avait une différence cruciale. Tandis qu'Amber était complètement hors de contrôle, les yeux de Marcus étaient parfaitement lucides et froids. Quand la porte s'ouvrit en grand, il fut le premier à réagir. Il tourna la tête et nous regarda directement. Et pendant un bref instant, je vis les coins de sa bouche se contracter en un sourire presque imperceptible. Le sourire d'un homme qui avait exécuté sa mission sans faille. Mais ce n'était pas la partie la plus horrible. La chose qui figea James sur place, qui le transforma d'un lion enragé en une effigie silencieuse, se trouvait sur la petite table de chevet près du lit. Là, bien calé sur un support de fortune, se trouvait un unique smartphone, le téléphone d'Amber. Son écran était encore allumé. Et plus important encore, le flash de sa caméra arrière était brillamment illuminé, pointé directement sur les deux corps enlacés sur le lit. Il enregistrait. Il documentait tout. Chaque mouvement d'Amber, chaque geste, chacun de ces moments les plus humiliants était capturé en haute définition. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le temps sembla s'arrêter et je pouvais entendre les battements de mon propre cœur et les respirations lourdes et brisées de James. Il se tenait là, immobile. Je pouvais voir sa poitrine se soulever violemment. En l'espace de quelques secondes, son visage subit une série complexe de transformations. D'abord, une incrédulité totale, comme s'il ne pouvait pas traiter la scène devant lui. Puis, une fureur enragée, le genre qu'un homme ressent lorsque sa fierté a été piétinée dans la poussière. Et enfin, alors qu'il assemblait toutes les pièces, un effondrement complet et total. Ce n'était pas une liaison accidentelle. C'était un piège délibérément mis en scène. Ce téléphone enregistreur en était la preuve irréfutable. La femme en qui il avait tant confiance, la femme pour qui il était prêt à abandonner sa famille, s'est avérée être une femme dissolue qui coucherait avec un étranger dans une chambre d'hôtel. Et non seulement cela, elle filmait elle-même tout le processus. Pourquoi? En souvenir ou dans un autre but? L'esprit de James devait être en plein chaos. Il était peut-être stupide et entiché, mais il n'était pas un idiot complet. Il a commencé à relier les points. Le cocktail spécial juste pour moi. Le comportement étrange d'Amber après l'avoir bu accidentellement. La suggestion d'aller se reposer, l'étranger aimable qui est apparu de nulle part. Et maintenant, la suite 2107, le téléphone enregistreur et la scène devant lui. Tout devint soudainement terrifiant de clarté. La pièce qu'Amber avait préparée pour moi était réelle. Seule l'actrice principale avait été changée. J'ai vu les mains de James commencer à trembler, non plus de colère, mais de pure terreur et de désespoir. Il avait été joué, ridiculisé, un pion dans un sale complot par la femme qu'il aimait le plus. Cet effondrement était 1000 fois plus douloureux que le simple fait d'être trompé. C'était l'effondrement de la confiance, l'effondrement de son ego, l'effondrement de tous les fantasmes qu'il avait construits. Sur le lit, Marcus sembla avoir décidé que la performance était terminée. Il repoussa doucement Amber. Toujours dans un état second, elle essaya de s'accrocher à lui à nouveau avec un gémissement déçu. Marcus fronça légèrement les sourcils, et avec un peu plus de force, la poussa complètement sur le côté. Il s'assit, ne montrant aucun signe de panique ou de peur. Il tendit calmement la main, prit le téléphone, arrêta l'enregistrement et le glissa dans sa poche. Puis il se tourna vers James, qui était toujours figé près de la porte, et dit une seule phrase qui mit fin officiellement à tout. « Monsieur Sterling, je pense que la performance que mademoiselle Reed a demandé peut s'arrêter ici, n'est-ce pas ?» Les mots de Marcus furent prononcés doucement, mais ils eurent la force d'une bombe explosant dans la pièce silencieuse. Ils frappèrent les tympans de James, perçant les carapaces de rage et de choc jusqu'au cœur même de sa conscience, la performance que mademoiselle Reed a demandé. Chaque mot était comme un éclat de verre brisé, découpant son esprit, reconstituant une vérité horrifiante, une vérité encore plus terrible que la trahison. James était figé. Il se tenait sur le seuil entre la vérité et les mensonges.
Incapable de bouger, son visage subit une série dramatique de changements de couleur en quelques courtes secondes, passant du rouge de la rage au blanc pâle de la peur, pour finalement se fixer sur le gris cendré de l'effondrement et du désespoir. Il ouvrit la bouche comme pour crier, mais la vérité brutale l'avait étouffé, et aucun son ne sortit. Ce n'était pas seulement le choc. C'était une paralysie physique et mentale complète. Je me tenais directement derrière lui, assez près pour sentir chaque muscle de son corps se tendre, le transformant en une statue vivante. Le souffle semblait avoir été coupé de ses poumons, et ses yeux, autrefois rouges de colère, étaient maintenant grands ouverts, presque exorbités de leurs orbites, fixés sur la scène sur le lit blanc. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Ou plutôt, son cerveau refusait de traiter les images que ses rétines envoyaient. Cette femme se tordant dans un état second, cette femme émettant des sons lascifs. Cette femme enlacée nue avec un étranger. Ce ne pouvait pas être Amber. Ce ne pouvait pas être l'élégante et intelligente directrice du marketing dont il était si entiché. Ce ne pouvait pas être sa jeune maîtresse qui le regardait toujours avec des yeux pleins d'admiration et d'amour. Mais c'était elle. Les cheveux en désordre, le visage rouge et le grain de beauté charmant juste en dessous du coin de ses lèvres qu'il avait autrefois adoré. C'était indubitablement elle. Une tempête d'émotions chaotiques déchira l'esprit de James. D'abord vint une incrédulité écrasante. Ce devait être un terrible malentendu. Peut-être était-il ivre, en train de rêver. Il leva instinctivement une main pour se frotter les yeux, un réflexe enfantin pour repousser un cauchemar. Mais quand il les rouvrit, la scène était toujours là, crue et cruelle. L'incrédulité se transforma rapidement en une rage folle. Son sang bouillonnait. Sa fierté masculine était piétinée. La femme qu'il considérait comme son trésor, sa muse, la raison pour laquelle il abandonnerait sa famille, s'exposait maintenant à un autre homme, offrant à un étranger les sons qu'il pensait être les siens seuls. Cette trahison était 10 000 fois plus douloureuse que celle que j'avais vécue, car au moins, j'avais gardé ma dignité. Mais lui, il était maintenant un clown cocu, un imbécile. J'ai vu les mains de James se serrer en poing, ses jointures devenant blanches, les veines bleues sur ses tempes et son cou pulsant. Il voulait charger, crier, traîner cet homme hors du lit et le battre à mort. Il voulait attraper Amber par les cheveux, la tirer vers le haut et exiger une explication. Mais il ne le pouvait pas, car juste après la rage vint une réalisation plus froide et plus anesthésiante, la vérité de sa propre stupidité. Pourquoi Amber était-elle ici avec un autre homme? Pourquoi y avait-il un téléphone bien calé, flash allumé, pointé directement sur le lit? Quel genre de trompeur fait ça? Sauf si ce n'était pas de la tricherie. Sauf si c'était un coup monté. Les pièces éparses commencèrent à se connecter automatiquement dans son esprit, formant une image terrifiante de perfection. Le cocktail spécial juste pour moi, le comportement étrange d'Amber, la suggestion d'aller se reposer, l'étranger aimable, et maintenant la suite 2107, le téléphone enregistreur, la scène. Tout cela faisait partie d'un seul plan. Un plan dans lequel la victime était censée être moi. Amber et cet homme n'étaient que des acteurs et lui, James, était le public désigné censé faire irruption sur la scène. Mais pourquoi? Pourquoi les rôles étaient-ils inversés? Pourquoi était-ce Amber sur le lit? Et puis, comme un robot mourant, James tourna la tête mécaniquement. Lentement, il me regarda. Pour la première fois cette nuit-là, il me vit vraiment. Ses yeux ne contenaient plus de culpabilité ou de lâcheté, seulement une terreur pure, le genre de choc que l'on ressent en réalisant qu'on a catastrophiquement mal jugé son adversaire. Il vit le calme glacial dans mes yeux. Il vit l'ombre d'un sourire narquois jouer sur mes lèvres. Il comprit tout. Je savais. J'avais tout su depuis le début. Je n'étais pas la victime. J'étais celle qui tirait les ficelles de toute cette pièce. Les cocktails échangés, mon apparition à cette porte, tout cela faisait partie de mon calcul. Le visage de James passa du pâle au blanc puis au cendré. Il ne ressentait plus de rage envers Amber. Il ne ressentait plus d'humiliation. Il ne ressentait qu'une peur primaire, la peur d'une femme avec qui il avait vécu pendant 20 ans, mais qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Il avait réveillé une lionne endormie, et maintenant il faisait face à sa colère. Il chancela, le monde autour de lui semblant vaciller et s'effondrer. Il posa une main sur le cadre de la porte pour se stabiliser. Il voulait dire quelque chose, demander, m'accuser, mais aucun mot ne sortait car il savait que quoi qu'il dise, il était déjà trop tard. Il avait perdu sur un échiquier où il ne savait même pas qu'il était un pion.
La femme en qui il avait confiance l'avait trahi de façon spectaculaire. Et la femme qu'il avait si cruellement trahi tenait maintenant sa vie entre ses mains, décidant de tout son destin. Il était fini, mort face à la vérité la plus brutale et la plus misérable. James s'appuya contre le cadre de la porte, son corps lourd comme si toute vie en avait été drainée. Il ne criait plus, ne se mettait plus en colère. Il n'était qu'une coquille vide, fixant de ses yeux creux la scène sordide sur le lit, où sa jeune amante gémissait encore dans un état second. Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle malédiction. C'était le silence de celui qui a accepté une défaite totale, qui a été frappé par une vérité misérable et n'a plus la force de résister. Je savais que le moment parfait était venu. Je m'approchai tranquillement et me tins directement derrière lui, si près que je pouvais sentir les tremblements qui parcouraient son corps. Je ne regardais pas le lit. Ma cible n'était pas Amber. Elle était un pion du début à la fin. La personne que je voulais vraiment écraser, la personne à qui je voulais faire goûter toute l'étendue de cette douleur, était l'homme qui se tenait devant moi. Je me penchai près de son oreille et murmurai. Ma voix ne contenait plus aucun tremblement. Elle était aussi froide que la glace, vive et d'un calme glaçant, à un volume que lui seul pouvait entendre, comme le murmure d'un démon. La pièce qu'elle a préparée pour moi, elle est tellement plus réaliste quand elle la joue elle-même, tu ne trouves pas? Tout le corps de James sursauta comme s'il avait été électrocuté. Il tourna brusquement la tête pour me regarder, ses yeux n'étant plus vides. Ils étaient remplis d'horreur. Il comprenait complètement. Il n'y avait plus aucun doute. Je ne lui donnai pas la chance de parler. Je continuai, ma voix toujours aussi froide que la mort. Alors, James, cette scène est-elle assez impressionnante pour toi? Voudrais-tu que tout le monde, tous nos partenaires, tous nos employés, notre famille et nos amis profitent de cette vidéo avec nous? Je fis un geste du menton vers Marcus, vers le téléphone qui détenait l'arme de destruction la plus puissante. Mes paroles n'étaient pas une question. C'était une menace, un verdict. James ouvrit la bouche, puis la referma. Il secoua la tête, un geste désespéré et pathétique. Il savait que je ne bluffais pas. Après ce qui venait de se passer, il comprenait mieux que quiconque. J'en étais plus que capable. Il m'avait mal jugé. Il avait sous-estimé la femme qui avait traversé 20 ans de tempête avec lui. Il avait oublié que pour survivre et réussir dans le monde impitoyable des affaires, je ne pouvais pas être seulement une bonne épouse et mère. J'avais aussi un cerveau et un cœur d'acier. Pendant ce temps, sur le lit, les effets du puissant aphrodisiaque commençaient enfin à s'estomper. Amber reprit progressivement conscience. La chaleur intense de son corps avait disparu, remplacée par une douleur épuisée et un vide terrifiant. Elle ouvrit les yeux, hébétée, essayant de comprendre où elle se trouvait. La première chose qu'elle vit, c'est James et moi debout près de la porte. Un éclair de panique traversa ses yeux. Quel était le plan? Ah, oui, la surprise. C'est elle qui était censée faire irruption. Alors, pourquoi était-elle sur le lit? Pourquoi était-elle nue? Et qui était cet homme assis à côté d'elle? Ses souvenirs commencèrent à revenir par bribes confuses. Le cocktail bleu, la chaleur, la perte de contrôle. Et cet homme? Amber se redressa d'un bond, son visage exsangue. Elle se dépêcha de tirer le drap fin sur son corps, ses yeux écarquillés alors qu'elle nous regardait fixement, un air de terreur et d'incrédulité sur le visage. J. James, Madame Sterling, balbutia-t-elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle essayait toujours de jouer le rôle de la victime innocente qui venait de se réveiller d'un cauchemar. Mais il était trop tard. La pièce était terminée. Je restais silencieuse, luissée dans la scène. Je voulais voir quel genre de drame elle pouvait inventer dans cette situation, et Amber ne déçut pas. En quelques secondes, la panique sur son visage fut remplacée par l'indignation et la fureur. Elle se mit à sangloter, des larmes de crocodile coulant sur ses joues. Elle pointa un doigt vers moi, sa voix tremblant de rage alors qu'elle criait, « C'est toi. C'est toi qui as tout fait. James, ne la crois pas. Elle m'a piégé. Elle a drogué ma boisson et a envoyé cet homme ici pour me faire du mal. Elle voulait me ruiner par jalousie. Regarde comme elle est vicieuse. » Elle joua parfaitement son rôle. Une performance en larmes qui la transforma magistralement de coupable en victime. N'importe quel autre homme ignorant la vérité aurait pu être influencé par cet acte, mais pas moi. Et James n'était plus assez stupide pour croire à ses mensonges.
Il resta là, le visage vide, sans dire un mot. Son silence était le verdict de culpabilité le plus puissant qu'il pouvait rendre à Amber. Voyant aucune réaction de la part de James, Amber devint plus frénétique. « Tu ne me crois pas, James ? Je suis la victime. Nous devons appeler la police. Nous devons mettre cet homme et cette femme méchante en prison. Elle m'a piégé. Elle m'a violé. Appelle la police. » Je pris enfin la parole. Ma voix était toujours calme, mais chaque mot avait le poids de 1000 livres. Ce n'est pas une mauvaise idée, Amber. Je comptais le faire moi-même. Je marchai lentement dans la pièce jusqu'à côté de Marcus. Il comprit mon signal et me tendit immédiatement le téléphone. Je le pris et fis glisser l'écran. « Si tu veux appeler la police, tu auras besoin de preuves, n'est-ce pas ?» dis-je, regardant Amber droit dans les yeux, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. La première preuve serait probablement cette vidéo. Je levai le téléphone. Sur l'écran se trouvait l'enregistrement d'une clarté cristalline de toute sa rencontre torride avec Marcus, du début à la fin. Le visage d'Amber devint d'un blanc mortel. Elle balbutia. « Tu, ne te précipites pas. » Je la coupai. Cette vidéo seule ne suffira peut-être pas à prouver qui a piégé qui. Mais heureusement pour moi, j'ai une autre chose. Sans un mot de plus, j'appuyai sur lecture. Et une fois de plus, l'enregistrement audio de la conversation entre Amber et Marcus emplit la pièce, plus clair et plus puissant cette fois. Voici le plan. Glisser un aphrodisiaque dans le verre de cette vieille peau. Filmer le tout. S'assurer qu'elle divorce sans un sou. Lorsque l'enregistrement se termina, la pièce fut plongée dans un silence absolu, rompu seulement par les halètements saccadés d'Amber. Elle était assise sur le lit de sa honte, la bouche bée, les yeux écarquillés, tout son corps figé. Tous ses mots, tout son jeu d'actrice, toutes ses accusations étaient rendues vains face à cette preuve irréfutable. Elle avait creusé sa propre tombe, et elle avait sauté dedans. Je la regardais, l'effondrement complet dans les yeux de quelqu'un qui avait été si arrogant. Je ne ressentis aucune pitié, seulement un plaisir froid et satisfaisant. « Alors, demandai-je, ma voix toujours calme. Veux-tu toujours appeler la police, ou préfères-tu que j'envoie cet enregistrement avec cette nouvelle vidéo torride que tu viens de filmer à tout notre conseil d'administration et à tous les médias sur Internet pour qu'ils voient ce dont notre talentueuse directrice marketing est vraiment capable ?» Amber ne répondit pas. Elle ne pouvait que secouer la tête de désespoir, les larmes et la mort se mélangeant sur son visage. Un spectacle vraiment pathétique. Le jeu était bel et bien terminé. Et j'étais la victoire absolue. La luxueuse suite tomba dans un silence suffocant. Le seul son était les sanglots misérables d'Amber, résonnant creux et sans signification dans les décombres. Elle se blottit sur le lit, le drap fin ne parvenant pas à couvrir la honte qui l'enveloppait. L'enregistrement audio avait été sa condamnation à mort, fermant toutes les portes, toutes les issues de secours. Elle était complètement acculée, sans plus aucune force pour se battre. James se tenait toujours immobile dans le coin, le dos pressé contre le mur froid. Il ne regardait plus Amber, et n'avait pas non plus le courage de me regarder. Ses yeux étaient vides, fixant le sol en marbre poli, comme s'il cherchait un trou pour s'y cacher et échapper à cette réalité brutale. Il avait tout perdu, la confiance, l'amour, la fierté, et bientôt sa carrière et sa fortune. J'ai regardé les deux personnages pathétiques devant moi, et mon cœur n'a rien ressenti. Ni triomphe, ni pitié, juste un calme glacial. Il était temps de mettre fin à cette pièce et de reprendre ce qui m'appartenait de droit. Je me dirigeai lentement vers le bureau dans le coin de la pièce. De mon sac à main de créateur, je sortis un dossier soigneusement organisé. Je m'approchai de James, qui se tenait toujours là comme un homme en transe. Je posai le dossier sur la petite table juste à côté de lui. « Jette un coup d'œil, dis-je, ma voix toujours calme, dénuée de toute émotion. C'est ce que je prépare depuis 6 mois. » Il leva la tête d'une main tremblante, ses yeux vides fixant le dossier. Sur la couverture, en caractères gras et clairs, étaient inscrits les mots requêtant divorce. À côté se trouvaient plusieurs autres documents, un accord de règlement des biens, des preuves des fonds illicites qu'il avait détournés de l'entreprise pour soutenir sa maîtresse, et des copies des photos et des messages que le détective privé avait recueillis. Tout était méticuleusement et professionnellement préparé, sans aucune faille. James leva les yeux des papiers du divorce vers moi. Pour la première fois depuis longtemps, je vis une lueur de supplication, de demande de pardon dans ses yeux. « Kate, balbutia-t-il,
essayant de dire quelque chose, mais je ne lui en donnais pas l'occasion. Le jeu est terminé, James le coupe-et-jeu. Ma voix est ferme comme un coup de marteau. Il ne te reste qu'un seul chemin. Signe. Je sortis un stylo plume coûteux de ma poche et le posai sur la requête. Je reprends ce qui m'appartient. La moitié de nos biens communs que nous avons construits ensemble, cette maison, les voitures, et la moitié de tes parts dans l'entreprise. Tout me sera retransféré comme stipulé dans cet accord. Je fis une pause, laissant chacun de mes mots s'enfoncer profondément dans son esprit brisé. Puis je continuai d'une voix encore plus froide. J'aurai la garde des enfants. Je ne veux pas qu'ils grandissent avec un père qui manque de sens moral. Quant à la pension alimentaire, tu peux la payer ou non. Selon ta conscience, je ne la demanderai pas. James s'effondra. Il glissa le long du mur et s'affaissa sur le sol, se tenant la tête dans les mains. Ses cheveux autrefois parfaitement coiffés étaient maintenant en désordre. Il se mit à pleurer. C'était un cri silencieux, seules ses larges épaules tremblaient violemment. Le puissant PDG, l'homme qui fut autrefois mon monde entier, ne ressemblait plus qu'à un enfant perdu dans le désespoir. Mais mon cœur ne ressentit aucune lueur de compassion. Il était devenu insensible. Je le regardais de haut avec des yeux impitoyables. En échange de ta coopération, continuai-je comme si j'accordais une dernière miséricorde. Toute cette machination et cette vidéo torride de toi. Je jetai un coup d'œil à Marcus, qui se tenait toujours silencieusement dans l'ombre. Ne verront jamais le jour. Je protégerai ce qu'il reste de ta réputation. C'est la dernière gentillesse que j'offrirai à l'homme qui fut autrefois mon mari. Je me penchai légèrement, approchant mon visage du sien. Ma voix était un murmure, mais elle était assez vive pour lui transpercer le cœur. Je te donne ta liberté. La liberté d'être avec la femme que tu désirais tant. Tu étais prêt à tout piétiner. Tu peux aller la rejoindre maintenant. Mes paroles étaient à la fois une grâce et l'insulte suprême. Je ne l'emprisonnais pas, mais je lui prenais tout. Sa richesse, son statut, sa famille et sa fierté. Je le laissais partir avec rien d'autre que la vérité révélée sur sa maîtresse et un avenir sombre. James leva son visage strié de larmes. Il me regarda, son regard contenant tout le regret et le désespoir du monde. Il savait que c'était la seule solution. Il n'avait pas d'autre choix. S'il se battait contre moi maintenant, il perdrait littéralement tout. Il se releva péniblement en s'aidant de la table. Il chancela et prit le stylo. Sa main tremblait si fort qu'il ne put le saisir correctement et le stylo tomba sur le sol. Il se pencha pour le ramasser et réussit finalement à placer la pointe sur la requête en divorce. Sa signature, autrefois si lisse et confiante, était maintenant tremblante et tordue comme le parchemin d'un mourant. Il signa son nom, mettant fin officiellement à nos 20 ans de mariage. Après avoir signé, il laissa tomber le stylo mollement. Il ne dit pas un mot de plus. Il se tourna simplement en silence et sortit de la pièce. Le dos voûté, on aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en une seule nuit. Il ne jeta même pas un dernier regard à Amber. Pour lui maintenant, elle n'était plus une amante passionnée, mais l'incarnation de sa propre bêtise, la source de toute sa tragédie. Le jeu était terminé. Après le départ de James, seul Marcus, Amber et moi restâmes dans la pièce. Elle était toujours assise là, pleurant pathétiquement, mais ses larmes ne pouvaient plus émouvoir personne. Comme promis, Marcus s'approcha et posa le téléphone d'Amber sur la table. « Madame Sterling, c'est fait. » J'acquiesçai et sortis une épaisse enveloppe de mon sac à main. « Voici le reste de votre paiement. Merci pour votre coopération. » Marcus la prit sans compter, me fit un signe de tête respectueux et disparut aussi discrètement qu'il était apparu. Maintenant, nous n'étions plus que deux. Amber me regarda, ses yeux gonflaient un mélange de haine et de supplication. « Madame Sterling, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Je la regardai froidement. « Pardonner ? Penses-tu avoir le droit de prononcer ce mot ? Je ne veux pas me salir les mains, mais sache ceci. À partir de demain, tu recevras ta lettre de licenciement de l'entreprise. Et si jamais je te vois rôder près de ma famille à nouveau, ne me blâme pas si cette vidéo est accidentellement retrouvée et envoyée à tes parents dans ta petite ville natale. » C'était le coup de grâce. Amber s'effondra complètement. Elle savait que sa carrière était finie, son avenir détruit, et qu'il ne lui restait plus rien. Je ne dis rien de plus. Je me tournai et sortis calmement de la suite 2107,
laissant derrière moi les cendres de la trahison et d'une sale conspiration. J'avais non seulement protégé mes biens, mais j'avais aussi retrouvé ma dignité de la manière la plus magnifique possible. La lourde porte en bois de la suite 2107 s'est refermée derrière moi, non pas avec un claquement de colère, mais avec un clic doux et décisif. Pour moi, c'était le son de la libération. C'était comme si la dernière serrure avait été tournée, me libérant de la prison invisible dans laquelle je m'étais enfermé au cours des 6 derniers mois. Une prison de mensonges, de douleurs, de répression et de calculs fastidieux. Maintenant, tout était fini. Je me tenais seul dans le long couloir silencieux, prenant une profonde inspiration de l'air frais et climatisé. Il ne me semblait plus suffocant. Il semblait vide et étrangement léger. Je ne suis pas retourné à la salle de bal, où des yeux curieux et des chuchotements attendaient sûrement encore. Cet endroit ne m'appartenait plus. Ma pièce était terminée. J'ai tranquillement pris l'ascenseur jusqu'au parking et je suis rentré chez moi, dans la maison qui était maintenant vraiment la mienne. Cette nuit-là, pour la première fois en 6 mois, j'ai dormi profondément, sans rêve. Quand les premiers rayons du soleil du nouveau jour ont traversé la fenêtre, illuminant ma spacieuse chambre à coucher, je ne me sentais plus seul. Je me sentais en paix. Un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre libéré de l'ombre de la trahison, avait vraiment commencé. Par la suite, la vie pour mes enfants et moi s'est déroulée avec une douceur surprenante, contrairement aux inquiétudes habituelles. Il n'y avait ni tristesse ni manque. Au lieu de cela, il y avait la paix et l'abondance. L'énorme fortune, dont la moitié m'appartenait de droit après le règlement, était plus que suffisante pour que nous vivions tous les trois confortablement et dans l'aisance pour le reste de nos vies. Mais la vraie paix que je ressentais ne venait pas des chiffres sur mon compte en banque. Elle venait de notre espace de vie. Avec la tromperie et les conflits silencieux disparus de notre maison, elle semblait soudainement plus grande, plus agréable. L'air n'était plus lourd de mensonges et de regards détournés. Au lieu de cela, chaque matin, je me réveillais au son des rires clairs de mes enfants, de leurs débats sur les films et de leurs bavardages sur l'école. Le dîner n'était plus une obligation pesante, mais un moment chaleureux où nous pouvions confortablement partager toutes nos joies et nos peines sans barrière. Mes 2 enfants étaient assez grands pour comprendre. Bien qu'initialement le cœur brisé par le divorce de leurs parents, ils étaient intelligents et sensibles. Ils avaient tranquillement observé la douleur et la patience de leur mère pendant longtemps. Alors, quand ils m'ont vu, au lieu de m'effondrer en larmes, me relever forte et décisive pour reprendre ce qui m'appartenait, leur douleur s'est transformée en respect. Ils ne me voyaient plus comme une mère pitoyable, mais comme une héroïne, un exemple de force. Dans les premiers jours après le divorce, ils sont devenus mes plus fervents partisans et compagnons. Grâce à eux, j'ai réalisé qu'une famille heureuse n'a pas nécessairement besoin d'une mère et d'un père sous le même toit. Une famille heureuse est un endroit où il y a du respect, du partage et un amour inconditionnel sincère. Quant à James, il a tenu sa promesse. Toutes les procédures de transfert de biens et d'actions ont été effectuées rapidement et discrètement. Après avoir quitté la maison, il a vraiment disparu de ma vie. D'après ce que j'ai entendu, il n'a jamais cherché Amber. Et bien sûr, il n'y a pas eu de mariage. Peut-être, comme on dit, que l'amour qu'il avait pour elle n'était pas assez fort pour surmonter sa fierté brisée et son humiliation publique. Assister de visu à la liaison de votre amante, et plus amèrement, savoir que vous n'étiez qu'un pion dans son sale complot, c'était une insulte qu'aucun homme ne pouvait avaler. Le fantasme de la jeune et talentueuse muse s'est brisé, ne laissant que la misérable réalité d'une femme manipulatrice et dissolue. Il a choisi de vivre seul dans un appartement plus petit, affrontant tranquillement son vide et ses regrets tardifs. Et Amber, son destin n'était pas différent. Ayant perdu son pilier de soutien en James, et portant une tache indélébile sur son nom, elle a été rapidement ostracisée de la haute société dans laquelle elle avait si désespérément essayé d'entrer. Aucune grande entreprise n'embaucherait quelqu'un avec son histoire. J'ai entendu dire qu'elle a dû vendre le condo et la voiture que James lui avait acheté pour payer ses dettes et a finalement quitté la ville. Je n'ai ressenti ni triomphe ni joie à sa chute. Je l'ai simplement vue comme une loi inévitable et juste de la vie. On récolte ce que l'on sème. Elle a utilisé sa jeunesse et sa beauté comme des armes pour chercher une vie riche par des raccourcis. Mais elle a oublié que chaque chemin a son prix. Le prix de la paresse et de l'ambition illicite était la ruine. Après toutes les tempêtes, les nuits blanches, les larmes et les calculs froids, maintenant assise seule dans mon jardin tranquille, regardant les roses que j'ai plantées moi-même s'épanouir sous le soleil du soir, j'ai assez de temps et de sérénité pour réfléchir à tout cela. Mon histoire n'est pas seulement une histoire de trahison et de vengeance.
Au fond, elle contient des leçons précieuses. Des leçons que j'ai dû payer avec ma jeunesse et ma confiance. Et aujourd'hui, je veux les partager, non pas en tant que prédicatrice, mais en tant que personne qui a traversé la tempête, en espérant qu'elle puisse être une petite bougie pour quelqu'un d'autre perdu dans les ténèbres du désespoir. La première leçon, et celle que je tiens le plus à cœur, concerne votre propre valeur, en particulier pour nous, les femmes. La société et les contes de fées nous apprennent souvent à nous sacrifier, à être généreuses, à faire passer le bonheur de notre famille, de notre mari, de nos enfants en premier. Ce n'est pas faux. Mais le sacrifice ne doit jamais signifier se perdre soi-même. La générosité ne doit jamais signifier tolérer la trahison et le manque de respect. Ne faites jamais l'erreur que j'ai faite, prendre du recul, placer toute votre vie et votre carrière entre les mains d'un homme et croire naïvement que c'est une sécurité absolue. Car lorsque vous perdez votre propre valeur indépendante, lorsque vous faites de vous-même une planète tournant autour d'un seul soleil, votre monde entier s'effondrera si ce soleil décide de changer de cap. Maintenez toujours votre propre chemin, votre propre carrière, votre propre fondation financière indépendante. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit d'autonomie, d'une voix, de respect de soi et de l'armure la plus solide pour protéger votre dignité lorsque les tempêtes frappent. Ne vous mettez jamais dans une position passive, ayant besoin de demander la pitié ou l'aumône de quelqu'un. La deuxième leçon concerne la manière de gérer la trahison. Lorsque vous découvrez que la personne que vous aimez le plus vous a trompé, la réaction instinctive est généralement la douleur, la colère et l'envie de faire une scène. Nous voulons crier, confronter, faire savoir au monde entier leur perfidie et notre misère. Mais arrêtez-vous et demandez-vous, que gagnons-nous à cela? Un moment de catharsis. Et puis quoi? L'image d'une femme pitoyable et hors de contrôle aux yeux des autres. Vous vous dévalorisez et vous poussez par inadvertance le traître plus près de sa maîtresse. Parfois, le silence et la raison froide sont les armes les plus terrifiantes. Transformez vos larmes en action. Au lieu de pleurer, rassemblez calmement des preuves. Au lieu de crier, faites tranquillement un plan. Montrez-leur, ainsi qu'au monde, que vous n'êtes pas une victime faible, mais un adversaire redoutable. Lorsque vous avez suffisamment de preuves entre vos mains, lorsque vous détenez leur faiblesse, vous n'êtes plus dans une position passive, vous détenez le pouvoir de décider. C'est vous qui écrirez la fin de votre propre histoire, une fin juste et digne. Et la dernière leçon, peut-être la plus difficile à mettre en pratique, concerne le lâcher-prise et le pardon. Quand je prononce ces deux mots, beaucoup pourraient s'y opposer. Pardonnez à celui qui a piétiné mon amour et mon sacrifice. Non, le pardon ici n'est pas pour la personne qui vous a blessé. Elle ne le mérite pas. Il s'agit de vous pardonner à vous-même. Pardonnez votre naïveté passée, votre confiance aveugle. Pardonnez les jours où vous étiez faible, consumé par la douleur. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie accepter que cela s'est produit, plus important encore, ne pas permettre que cela continue à vous blesser dans le présent et le futur. S'accrocher à la haine, c'est comme boire du poison soi-même en espérant que l'autre personne meure. La haine ne fait que ronger votre âme et vous empêche de trouver la vraie paix. La vie est courte. Ne gaspillez pas vos précieuses années restantes sur des émotions négatives à cause de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Déposez hardiment cette lourde pierre et ouvrez les bras pour embrasser un nouvel avenir, une nouvelle vie, plus légère et plus paisible. Mon histoire se termine ici. Maintenant, chaque après-midi, je m'assois dans ce jardin que j'aime, à côté de mes enfants qui ont tant grandi. Je ne suis plus une femme trahie, plus une femme qui se bat pour son dû. Je suis simplement Catherine Sterling, une mère, une femme d'affaires et une personne qui a courageusement traversé une tempête et a trouvé la vraie paix dans son âme. J'ai tout repris, non pas avec des manigances, mais avec sagesse et courage. Et j'espère que mon histoire pourra donner un peu de force et de foi à quiconque fait face aux tempêtes de la vie. Souvenez-vous toujours, après la pluie, il n'y a pas seulement un ciel clair, mais aussi un arc-en-ciel. Et le soleil de demain est toujours plus brillant et plus chaud que celui d'hier.